Les Émirats arabes unis ont annoncé aujourd'hui la réouverture de toutes leurs frontières avec le Qatar, une mesure qui entre en vigueur dès ce samedi, annonce faite par le sous-secrétaire du ministère émirati des Affaires étrangères, Khalid Abdullah Belloul. Le responsable émirati a précisé que son pays œuvrera conjointement avec le Qatar pour résoudre toutes les questions en suspens à travers des pourparlers bilatéraux. Et ce, en application des décisions prises lors du 41e sommet du Conseil de coopération du Golfe tenu mardi dernier dans la ville d'Aloula en Arabie Saoudite et sanctionné par la signature de la déclaration Aloula qui insiste sur la préservation de la cohésion du CCG et l'unité de ses membres. Nous venons de le voir, les Émirats arabes unis vont rouvrir dès demain leurs frontières avec le Qatar. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Naïm Kamal, directeur de publication du site d'information Kuwait.ma. Bonsoir Naïm Kamal. Bonsoir. Alors les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte ont renoué avec le Qatar après une rupture qui a duré 3 ans. Qu'est-ce qui fait que cela était possible aujourd'hui et pas avant ? Tout simplement d'abord parce que les raisons de mécontentement des uns et des autres étaient profondes et sérieuses. Vous savez, c'est une région stratégique, c'est une région stratégique au plan sécuritaire, mais également et surtout au plan économique. Ces dernières années, nous avons assisté à un renouvellement générationnel. Une nouvelle génération de gouvernants est arrivée au pouvoir dans plusieurs émirats et royaumes de cette région, avec de nouvelles approches, de nouvelles visions du monde qui diffèrent quelque peu, sinon profondément, des usages qui étaient en cours au sein des pays du Conseil du Golfe. Il y a également des transformations géopolitiques à l'échelle mondiale. C'est une région qui est confrontée à d'abord des convoitises et des menées régionales, de puissances régionales. Je pense notamment à la Turquie, je pense également à l'Iran, ce qui n'arrangeait pas les choses. Ceci étant, au bout de 3 ans de rupture, parce que la rupture a eu lieu en 2017, les dirigeants de ces pays en sont arrivés à conclure qu'il y a une telle transfiguration de la scène internationale à tel point qu'il est nécessaire de rassembler les forces de ces pays qui, pour puissants économiquement, grâce aux ressources pétrolières et gazières de la région, souffrent d'une faiblesse démographique face aux puissances qui les convoitent ou les malmènent ou qui les soutiennent ou qui ont des visées. Cela dépend de la position de chacun. Donc finalement, il y a eu énormément de médiation et vous allez voir paradoxalement que l'Égypte, qui était parmi les pays qui ont mis en blocus le Qatar, fait partie du médiateur, mais c'est une entreprise qui s'est faite essentiellement par l'entremise du Koweït, qui est restée grâce à une diplomatie pondérée, en retrait pendant le blocus, qui n'a pas rompu ses relations avec le Qatar et qui, de ce fait, a pu mener l'intermédiation entre ces États et expliquer aux uns ou aux autres, qu'il avait certainement déjà compris, qu'ils avaient tout intérêt à se retrouver autour d'une table pour discuter et ressouder leurs forces. Voilà, un peu globalement, et il y a également l'incitation des États-Unis parce que la Chine, qui est aujourd'hui la cible préférée et la cible privilégiée de Washington, a également commencé à infiltrer la région et les États-Unis, la diplomatie américaine, a incité ces pays à se retrouver afin qu'ils retrouvent un peu leur poids sur la scène internationale et régionale. Naïm Kamal, est-ce qu'on peut considérer que ce sont des retrouvailles qui vont durer ou sont-elles toujours exposées à des retournements ? Écoutez, il n'y a pas de raison pour que ça ne dure pas, sachant que tout le monde
a bien compris ce que coûte la rupture qui a duré 3 ans. Maintenant, évidemment, ça va pas être facile. Il y aura des heurts, il y aura surtout des interférences parce que ces retrouvailles ne plaisent ni à Istanbul, enfin, ni à Accra, ni à Téhéran. Et il faut compter sur eux pour qu'ils essayent de déstabiliser cette réconciliation, ou du moins de la faire trébucher pour qu'ils puissent continuer à manœuvrer chacun en fonction de ses intérêts propres. La Turquie n'étant pas forcément un allié indéfectible de l'Iran. Maintenant, j'imagine que les pays du Golfe et les États du Golfe sont conscients de cette réalité. Ce ne sont pas des enfants de cœur ni nés de la dernière pluie, et ils savent tout l'intérêt qu'ils ont à rester unis, à trouver les terrains d'entente, à surpasser les différents, c'est-à-dire ces raisons nées du printemps arabe et des approches différentes du printemps arabe, nées de beaucoup d'autres choses, et qui ont fait qu'il y a eu cette cassure inédite dans l'histoire contemporaine entre ces pays, que tout unit, c'est-à-dire la tradition, la langue, la religion. Bon, évidemment, il y a des sensibilités religieuses en ce qui concerne doctrinales plus ou moins différentes, mais essentiellement, ils ont un même passé, un même présent et certainement un même avenir. Donc, déjà, on constate que le temps de la presse saoudienne à l'égard de Qatar et le ton de la presse de Qatar à l'égard de l'Arabie Saoudite a beaucoup changé. C'est beaucoup modéré. On est en train de trouver de nouveaux mots pour exprimer ces retrouvailles et pour les faire durer. Et là, vous l'avez vu aujourd'hui, l'annonce de l'ouverture des frontières des Émirats Arabes Unis avec le Qatar à partir de demain samedi. Et donc, on est dans l'exécution des décisions sorties de cette rencontre de la Oula. Naim Kamal, comment depuis Rabat avait-on appréhendé cette rupture, sachant que le Maroc a salué la reprise des relations entre les trois pays qui boycottaient et le Qatar? Ben oui, vous l'avez dit, le Maroc a salué et nous pouvons que saluer. Moi, j'aimerais ici rappeler que lorsque les trois pays, l'Égypte, le Bahreïn, enfin 4 pays, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis avaient décrété le blocus de Qatar, le Maroc, le roi du Maroc ont opté pour l'intermédiation et pour la modération, sachant que le roi avait même, ce qui avait mécontenté à son époque pas mal de gens dans cette région, de briser ce blocus en se rendant lui-même à Qatar et en disant que ce n'est pas la voie. Le Maroc est un allié stratégique des pays du Golfe. Il est, on va dire, un membre apparenté. Là, je crois que vous êtes en train de montrer les images de la fameuse réunion de Taïf où le roi avait tenu un célèbre discours sur la situation du monde arabe, un discours très pertinent. Et fort de ce discours, le Maroc a refusé d'aller vers la coupure avec Qatar. Bien au contraire, il a tendu la main en ce moment en indiquant que la voie juste et la voie de la sagesse est de rester groupée. Aujourd'hui, plus qu'hier, puisque nous sommes devant des bouleversements dont on ne mesure pas encore toute l'importance et toute la force à travers le monde sous le coup de la pandémie, des transformations économiques et tout ce qui se passe un peu aux États-Unis, un pays qui est en train de perdre sa cohésion. Donc il faudrait que chacun se positionne dans le schéma de demain, et le positionnement, on est d'autant mieux positionné pour l'avenir que quand on est unis et donc fort de cette union. Forcément, vous l'avez dit, le Maroc ne pouvait que saluer ce que depuis le début il a dit: il faut discuter, il faut parler, il faut se concerter, il ne faut pas rompre en tous les cas, et surtout pas mettre un pays ami et frère sous blocus. Ceci étant, on le sait, on peut avoir des griefs les uns envers les autres, très sérieuses, mais
il faut les résoudre autrement que par la confrontation et la rupture. Naim Kamal, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Vous êtes également le directeur de publication du site d'information quid.ma. Merci pour quid.ma.